Bon bah je pense qu'on va on va démarrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Eh ben super. Alors bonjour bonjour à tous. Je suis super content de pouvoir vous reparler. Ça faisait un moment. Et merci de vous connecter si tard pour cet événement. Je sais que l'heure est un peu inhabituelle. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je vis en Nouvelle-Zélande, donc c'est difficile pour moi de jongler avec le décalage horaire. Alors si ça vous dérange pas, je vais passer quelques slides pour illustrer un petit peu ce dont on va parler ce matin ou ce soir. Ça va durer peut-être 10-15 minutes et puis je vous demanderai juste de garder vos questions pour la fin. Prenez des notes si vous en avez durant la présentation. Ok. Alors déjà pour bien comprendre pourquoi ces changements, je voulais juste vous rappeler très rapidement la raison pour laquelle en fait on a des challenges sur Discord. Alors lorsque j'ai commencé à publier des cours sur Udemy il y a à peu près 7 ans, personne n'utilisait les fonctionnalités d'exercice corrigé. Et en fait c'est bien dommage parce que en fait ces exercices, cette plateforme sur Udemy, elle a quand même des avantages assez particuliers comme les tests automatisés et les corrections. Et juste en petit aparté, pour ceux qui sont sur Udemy, l'IA va bientôt arriver d'ailleurs dans ces exercices de code. Ça existe déjà, c'est déjà disponible pour les anglophones. Ça l'est pas encore pour les francophones, mais ça va arriver très très bientôt là. Et à l'époque, je m'étais mis en tête de publier le premier cours sur Udemy constitué uniquement d'exercices. Des exercices que je pensais être fun. C'est un peu sur tous les sujets, tels que les films ou les jeux vidéo. D'ailleurs, je vais vous passer rapidement la vidéo promo de l'époque. Alors ce que je disais, c'est que en fait cette vidéo promo à l'époque, on avait quand même fait un petit effort. On voulait que le maximum de gens s'inscrivent à ce cours, qui n'est pas vraiment un cours en fait, hein, c'était juste un ensemble d'exercices. Et comme souvent quand on démarre quelque chose de nouveau, ça a absolument pas marché. Ça n'a pas marché du tout. C'est d'ailleurs encore sur Udemy le cours qui a la pire évaluation de la part des étudiants dans la liste de tous mes cours. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois réellement un étudiant essayer de réaliser un de ces exercices. Et en fait, il suffisait qu'il y ait une petite incompréhension dans un des sujets d'exercice pour que l'étudiant abandonne complètement le cours. Donc ça répondait pas du tout aux attentes. Et j'ai compris ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que les étudiants puissent discuter du sujet pour mieux le comprendre. Et finalement, c'est un peu comme nous, les professionnels, en fait, on se comporte quand notre manager ou notre client nous demande de développer une application. Souvent, les requirements, l'expression de besoin n'est pas claire. Et on a besoin de revenir vers lui, lui poser des questions, etc. Il peut faire tous les efforts du monde, il peut engager une équipe complète pour écrire ses spécifications. Ce ne sera jamais complètement clair.
Et du coup, c'est là qu'on a décidé de vraiment déplacer les challenges sur le Discord. Alors sur 2 ans, on a publié 59 challenges à raison de une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et d'abord, il s'agissait des mêmes exercices que sur Udemy. Et puis ensuite, on les a complétés avec des sujets complètement exclusifs. Pour juger du meilleur code, jusqu'à présent, c'est moi qui le faisais en toute souveraineté malfaisante. Et les victoires étaient comptabilisées. Donc, et au bout d'un certain nombre de victoires, vous pouviez monter en grade avec des ceintures de couleurs. Donc comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, Java Blue Belt, Green Belt, Yellow Belt. Et ces belts étaient associés à votre profil sur Discord. Vous pouviez aussi accéder au tableau d'honneur avec un petit bot qui s'appelle Java Leaderboard. Et merci, au passage, merci à Théo pour avoir développé gracieusement ce bot. Donc vous voyez, en tout cas à l'heure actuelle, les trois personnes en tête du classement, Xibalba, Dewey et Kwang. Alors ce système est toujours en place et c'était honnêtement c'était assez fun. Et ça a donné lieu à pas mal de discussions, discussions techniques, ce qui était le but en fait. Mais ça marchait pas terrible. En général, on avait entre 2 et 5 propositions de code, là où il en faudrait, je dirais, une dizaine à chaque fois pour que ça veuille dire quelque chose de gagner. Et puis en réalité, ça marchait pas bien parce que c'était juste fun. Et ça servait à rien d'autre. Alors que la principale raison pour laquelle vous rejoignez le Discord, c'est souvent pour monter en compétences et pour votre carrière, et pour votre carrière présente ou future. Et à ma connaissance, aucun des recruteurs qui se baladent sur le Discord, il y en a quand même quelques-uns. Là, je vous ai mis quelques exemples de posts qui ont été publiés dans l'histoire du Discord. Aucun des recruteurs n'a considéré les victoires au challenge dans leur sélection. Ils ont juste publié leur offre sur le channel Job et puis voilà. Comment fonctionne ce nouveau format? Qu'est-ce qui change? Alors la première chose importante, c'est qu'à partir de demain, lorsque le challenge va être publié, les challenges seront plus orientés pro. C'est-à-dire que ce sera toujours, on espère, un petit peu fun, mais le but sera surtout que ces challenges correspondent à quelque chose qui représente un véritable besoin dans le monde professionnel. Ces challenges vont être publiés systématiquement sur GitHub de façon publique et je vous invite très fortement, si vous participez à ces challenges, à forker le projet GitHub pour le ramener vers votre propre GitHub et donc constituer votre portfolio professionnel. Alors il y a aussi un petit truc, c'est que le GitHub, il y a plein de choses dans ce GitHub. Si vous voulez filtrer les repos pour trouver les challenges, vous trouverez en fait là où il y a l'étoile, là, les stars, vous pouvez choisir une liste. Il faudra choisir Java Challenges. À quoi ressemblera à partir de demain ces challenges? Donc pour chacun des challenges, vous aurez une date de départ, une date de livraison. Donc pour le challenge de demain, c'est un challenge à difficulté élevée. Vous verrez qu'il y a 3 difficultés. Sur les challenges à difficulté élevée, vous avez 1 mois pour poster votre code. Donc ici du 15-9 au 13-10.
Vous avez la liste des technologies cibles. Ici, il va s'agir de Spring Boot 3, Spring 6 et Java 17+. Une description du code à réaliser avec un objectif, des exigences, un bonus pour aller plus loin si vous le souhaitez. Quels sont les critères d'évaluation? Comment est-ce qu'on va juger le vainqueur les vainqueurs, le deuxième et le troisième de chacun des challenges? Ce que vous devez livrer et la récompense pour, encore une fois, le vainqueur, le deuxième et le troisième. Alors, à quoi ça peut bien servir ce nouveau format? C'est surtout, comme je vous l'ai dit, à donner du crédit à vos victoires. Et ce qu'on espère, c'est de pouvoir amener plus de participants à ces challenges et aussi pouvoir avoir une évaluation collective de vos résultats. Encore une fois, aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai été le seul juge de vos livraisons, et ça vaut ce que ça vaut. Si on est plusieurs à délibérer et à choisir le vainqueur, ça devrait avoir un petit peu plus de valeur. Et là, je compte sur vous. Si certains d'entre vous se sentent l'âme de juger le code des autres, vous êtes tout à fait bienvenus. Alors au début, j'imagine bien que je ne vais pas avoir beaucoup de candidats, mais j'espère qu'avec le temps, ça va venir. Alors comme je vous ai dit, il y aura trois niveaux de difficulté, facile, intermédiaire et difficile, pour que tout le monde puisse participer. Encore une fois, il s'agira à chaque fois de challenge à objectif à visée professionnelle, mais on peut voir quelque chose, on peut tout à fait réaliser des petits algorithmes dans la catégorie facile. On n'est pas obligé d'aller sur des applications d'entreprise complexes comme celle sur laquelle vous aurez à travailler à partir de demain. Et en fonction de la difficulté, vous aurez plus ou moins de temps pour réaliser cette application. Alors comment est-ce qu'on gagne des points? Eh bien si vous gagnez le challenge, vous remportez plus ou moins de points selon la difficulté, donc 5 points si c'est facile, 10 points si c'est intermédiaire et 20 points si c'est difficile. Et puis il y aura aussi cette fois-ci des points pour les seconds et les troisièmes. Alors jusqu'à présent, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on accordait des victoires aux meilleurs. Et en fonction du nombre de victoires, les personnes pouvaient acquérir des ceintures. Mais là, en comptant les points, non seulement les premiers, mais aussi les deuxièmes et les troisièmes vont pouvoir avoir des points. Alors, probablement, l'une des choses qui vous intéresse le plus, c'est à quoi vont vous servir ces points. Jusqu'à présent, en fait, les victoires ne vous servaient à rien d'autre que d'apparaître au tableau d'honneur et de montrer un petit peu vos compétences de code au monde. Et là, à partir de demain, les victoires, les points que vous pourrez acquérir vont pouvoir être convertis en argent. Donc un point sera équivalent à $1. Et vous pourrez et cet argent sera déposé sur une carte Visa prépayée. Alors cette carte, ça s'appelle la carte Prési, et vous pouvez dépenser l'argent n'importe où, pour n'importe quoi et dans n'importe quelle devise. Alors c'est pas parce que c'est compté en dollars que vous pourrez pas le payer en euros. C'est juste la devise de base sur cette carte, c'est tout. Alors il y a quelques mois avant les vacances, on vous avait demandé si vous deviez recevoir des cadeaux pour les victoires, quel genre de carte vous intéressait. Vous avez voté un petit peu de façon égale pour Udemy, JetBrains et Amazon, donc c'était un petit peu compliqué pour nous de partir sur cette solution là, parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de gagnant.
et on pense que la carte Prezi fonctionne mieux. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu passer il y a quelques mois, on a mis cette carte en test. J'ai eu besoin il y a quelques mois de trouver une équipe pour tester une application Java, donc j'ai un bug bounty, et les personnes qui ont participé à ce bug bounty ont été payées de cette manière-là, et ont pu me confirmer que ça fonctionne très bien. Alors, dernière chose, et pour moi probablement la plus importante, l'objectif de tous ces changements, encore une fois, c'est de vous faire connaître, c'est de pouvoir montrer aux recruteurs vos compétences et vos capacités. Rien ne serait réellement valable s'il n'y avait pas d'engagement de la part des recruteurs sur ce nouveau format. Alors, comme je vous ai dit, dans le passé, il y a eu des recruteurs, il y a eu une bonne dizaine de recruteurs qui se sont baladés sur le serveur, il y a eu des embauches d'ailleurs qui ont été faites grâce à ce serveur, mais les choses n'étaient pas très très structurées. L'objectif à court terme va être de pouvoir engager un peu plus ces recruteurs et finalement de sponsoriser ces challenges. Donc pour l'instant, voilà, le montant pour les vainqueurs, les seconds et les troisièmes sont de 20, 10, 5 euros. Voilà, ça va pas très 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 loin, mais on espère dans un futur, on espère pas trop loin, que ces sponsors vont pouvoir aussi faire monter cette cagnotte, et qu'on ait un jour des challenges qui soient un petit peu plus qui rapportent même un peu plus que ça. Voilà. Voilà, donc à partir de demain, le premier challenge disponible, donc c'est un challenge, on va dire difficile, un petit peu plus, en tout cas dans la catégorie complexe. Vous avez un mois pour le réaliser. Comme d'habitude, le sujet du challenge est posté dans le canal challenge, et on attend vos réponses dans le canal réponse challenge. Et évidemment, ce qu'on attend de vous, c'est un GitHub, donc c'est un repo GitHub, et donc tout ce que vous aurez à faire dans le canal réponse challenge, c'est de poster le lien vers votre repo. Et voilà, donc la présentation s'arrête là, et donc je suppose que vous avez plein de questions. Donc je vous laisse désormais la parole. Alors, c'est à vous. Bonsoir. J'aurais une question sur la durée des challenges. Donc, vous avez dit que par exemple le challenge qui commence demain durera un mois. Ouais. Mais est-ce que c'est possible du coup que des challenges se superposent temporellement, que par exemple on a un autre qui commence dans 2 semaines et qui pour une durée d'un mois aussi, et qu'il y ait 2 challenges en fait qui se superposent? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui est envisagé? Ouais, c'est pas envisagé pour l'instant. C'est une bonne question. En fait, j'y avais pas pensé du tout. Non, pour l'instant, ce sera pas le cas. Donc, le challenge qui durera un mois se terminera donc le 13 octobre. Après le 13 octobre, on va prendre à peu près une semaine. Il faut à peu près une semaine pour délibérer, pour trouver le vainqueur. Mais dès le 13 octobre, dès le 14 octobre, en fait, vous allez avoir un autre challenge qui pourra lui durer qu'une semaine, par exemple, si c'est un challenge facile. Donc pour l'instant, il n'y a pas de superposition, mais c'est une bonne idée en fait. Je veux dire, si l'intérêt augmente et qu'on arrive à trouver plus de personnes pour nous aider sur ces challenges, on pourra en publier plusieurs. Ouais. D'accord, merci. J'ai aussi vu que sur les screens du GitHub, durée de complétion recommandée,
4 à 8 heures par exemple Ouais. sur un screen. Du coup, c'est la durée à peu près qu'on devrait mettre dans le projet. Ouais. Et un mois, c'est juste la durée pour rendre le projet, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc, on va essayer de vous donner, de vous recommander une durée pour chacun de ces challenges, sachant que ça tient qu'à vous, et puis en réalité, ça dépend beaucoup de vos compétences. C'est-à-dire que même sur un projet complexe, finalement, un peu tout le monde pourrait participer, mais ça va juste vous prendre plus de temps. Une question que vous devez sans doute vous poser, c'est est-ce que vous avez le droit d'utiliser l'IA pour votre code? L'IA est censée... alors l'IA, ça devient un petit peu incontournable pour les développeurs. D'ailleurs, ça devient même de plus en plus transparent dans les environnements de développement. Je veux dire, ça devient même compliqué de savoir qu'est-ce qui est finalement de l'autocomplétion et qu'est-ce qui est généré par l'IA. On ne peut pas s'en passer. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser l'IA. Ça devrait normalement accélérer votre production. Mais le risque que vous prenez, évidemment, c'est aussi de ne pas forcément comprendre très bien ce que vous écrivez. Et ça, c'est pas terrible. Donc, on espère, enfin moi j'espère qu'avec l'IA, vous pourrez tous, n'importe qui pourrait finalement participer à n'importe quel challenge. Ça va juste vous demander un petit peu plus de précaution en vérification et en test. Une autre question? Au niveau des tests, justement, est-ce que les tests unitaires sont recommandés Ouais. ou c'est pas vraiment obligatoire? Ouais, ouais, très bonne question encore. Alors, sur les challenges qui nécessitent, sur lesquels on attend de vous des tests unitaires, on vous le dira. Okay, on vous dira clairement, il faut que votre repo contienne des tests unitaires. Okay. Souvent, ce sera le cas pour les challenges faciles. Sur les challenges un petit peu plus complexes, je pense que c'est quelque chose dont on essaiera de se passer. En revanche, meilleurs sont les tests. Plus votre couverture de test est élevée, meilleure l'impression sera. Okay, quand une application est testée, ça montre aussi votre capacité à avoir bien compris les besoins fonctionnels. Donc, on vous le recommandera autant que possible, mais ce ne sera pas forcément une obligation. Ouais, j'en aurai une rapide du coup. Au niveau des critères tu parlais en parlant des tests unitaires, au niveau des critères, j'ai vu par exemple sur il y avait des questions de solide, de principe de conception, etc. Quel est le degré de gravité des erreurs en gros que pourraient faire les participants? Alors, manobel et variable, j'imagine que ça a moins d'impact que, même si c'est obligatoire, ça a moins d'impact que de ne pas respecter les solides, etc. Enfin, quels sont les critères en gros? Ouais, bien sûr. Donc, c'est difficile à dire parce que ça se juge vraiment au cas par cas. Sur des erreurs du genre j'ai mal nommé mes variables, elles peuvent très vite être compensées par un code qui est lui-même très bon par ailleurs, c'est-à-dire qui réalise les attentes de l'exercice, enfin, de l'expression de besoin. Comme vous le savez sans doute tous, dans la vraie vie, peu d'employeurs, peu de managers vont réellement regarder l'intérieur du code. Par contre, ils vont regarder ils vont essayer de s'assurer que le code réalise ce qui a été demandé. Donc, oui, forcément, il y a différents niveaux de gravité. Alors, tout le monde ne me connaît pas, mais moi, j'ai été enseignant en école d'ingénieur pendant plusieurs années, et j'ai forcément ma vision de ce qui est grave et de ce qui est pas grave. Je pense qu'elle est pas trop mauvaise, mais aussi l'objectif à long terme d'avoir plusieurs personnes dans le jury, c'est aussi d'avoir plusieurs visions sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Donc pour l'instant, j'en suis désolé. Je suis toujours encore le seul aux manettes, mais voilà, dans un futur, on l'espère proche, ce sera un petit peu plus démocratique. Est-ce que ça répond Du coup, ça reste pragmatique. C'est si au moins ça fonctionne exactement comme le cahier des charges, c'est là qu'on met le maximum de points. Alors oui, ça c'est sûr. Le critère numéro 1 dans la notation, ça va être est-ce que ça réalise les attentes de celui qui a écrit le challenge. Donc on peut imaginer que c'est un employeur, c'est un manager, un client. Ça c'est le numéro 1. Ensuite, on imagine, puisque ça a été le cas par le passé, qu'on va avoir quand même pas mal de gens qui vont réussir de ce point de vue-là. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans les challenges passés. Ça suffit pas en fait pour gagner, de juste réaliser de juste faire ce qu'on vous demande. Il va falloir que votre code soit bon, soit bien écrit. Et là, effectivement, il y a plusieurs choses que l'on peut regarder. Les principes solides, c'est une chose intéressante. On peut aussi être intéressé par voir l'utilisation de l'orienté objet, voir aussi la modernité de votre code, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez des principes assez anciens de Java ou est-ce que vous utilisez des nouveaux principes, est-ce que vous utilisez des streams, est-ce que vous utilisez la programmation réactive. Dans les frameworks, c'est aussi, ça sera encore plus vrai parce que y a des anciennes façons d'utiliser un ORM, des nouvelles façons, des anciennes façons d'utiliser Spring, des nouvelles façons. Donc la modernité est importante aussi, être au goût du jour. Et puis après, si le code est difficile à comprendre, ça comptera aussi. C'est-à-dire que un code qui est difficile à comprendre, c'est un code qui est difficile à maintenir. Un code qui est difficile à maintenir, ça pose souvent des problèmes pour les entreprises. Donc on voudrait que votre code soit clair. Et quand on vous demande un code clair, voilà, il y a quelques principes à suivre que vous connaissez peut-être, mais voilà. D'autres choses ? Est-ce que ça... Guillaume, est-ce que ça... Ouais. Okay. Oui, très nickel. Alors, je voulais aussi ajouter une petite chose. C'est pas parce que le premier challenge est un challenge complexe qu'il faut être effrayé. Okay, je sais que sur le Discord, une grande majorité des étudiants sont des débutants. Okay, donc ce challenge-là qui va sortir demain est peut-être pas pour tout le monde. Vous pouvez vous y essayer, il n'y a absolument aucun souci. Mais ne soyez pas effrayés. C'est pas parce que ce challenge-là, ce premier challenge n'est pas pour vous, qu'il n'y aura pas des challenges pour vous, que le prochain ne sera pas pour vous. Je veux dire, on peut très bien imaginer qu'à partir du 13 octobre, on ait à la suite 3 challenges débutants. Du coup, la fréquence, ce serait à peu près 1 par mois, c'est ça ? Tu mentionnes le 13 octobre, c'est on va dire tous les 13 du mois, entre guillemets. Non, en fait, non, la durée pour un challenge compliqué, c'est 1 mois. 1 mois, c'est-à-dire que le prochain sera le 13 octobre, mais le prochain pourrait être un challenge facile, donc du coup, la durée du challenge facile, c'est 1 semaine. Vous avez 1 semaine pour publier votre code pour un challenge facile. Donc on peut très bien imaginer que sur le mois d'octobre, il y ait 3 challenges, voire même 4 en fait. Ok, très bien. C'est la date de fin du challenge en cours. Ok, ouais, peut-être superposé, mais potentiellement plus tard, peut-être superposé. Ouais, potentiellement. Okay, ouais. Ça dépend vraiment de la taille de l'équipe. Aujourd'hui, je suis quasiment tout seul sur ces trucs-là. Ça me demande pas énormément de temps d'écrire un challenge, mais par contre, ça me demande énormément de temps aujourd'hui d'évaluer
un challenge. C'est-à-dire pour déterminer qui est censé être le vainqueur, le deuxième et le troisième, je passe quand même pas mal de temps. Le fait d'être tout seul, ça me ralentit beaucoup. Si on a la capacité d'avoir un jury avec plusieurs personnes dans le jury, je pense que effectivement peut-être dans quelques mois, on aura l'opportunité d'avoir des challenges qui se superposent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, cool. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Alors juste pour info, j'ai enregistré cette présentation parce que tout le monde n'a pas pu participer et puis j'imagine que les questions vont revenir dans le futur, donc plutôt que de passer beaucoup de temps à réexpliquer les choses. Alors elles seront expliquées de façon textuelle. Ne vous en faites pas dans le channel challenge. Mais bon, pour ceux qui voudraient revoir la vidéo, je pense que c'est plus pratique. Une question sur le chat, General One. Est-ce que notre code doit avoir 80% de chloride? Non, 80% c'est pas une bonne mesure. De toute façon, en fait, dans le monde professionnel, 80% c'est bien trop élevé. Les entreprises qui cherchent du 80%, ce sont des entreprises qui c'est pas des entreprises classiques. Okay, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce ne sont pas des entreprises classiques. Les entreprises classiques vont rechercher quelque chose comme 2 tiers. On va être sur des 66-67%. Alors ce nombre sort pas de ma poche. C'est un nombre c'est une couverture qui, de façon, on va dire avec l'historique des applications qui ont été écrites dans le passé, c'est un nombre qui représente une bonne couverture de test parce qu'elle la qualité des applications qui ont 66-67% de couverture est en général bonne. Donc on s'est juste rendu compte de ça. C'est pas un calcul mathématique, on s'est juste rendu compte que à partir de 66-67, les applications étaient quand même de bonne qualité. Elles buggaient pas de façon comment dire, elles n'avaient pas d'impact significatif sur l'utilisateur. Les entreprises qui vont jusqu'à 80-90%, il y en a. Mais premièrement, il y a une chose qu'elles font systématiquement, c'est qu'elles ont des règles sur la couverture de test qui sont avec plein de filtres. Des règles comme je vais pas tester les getter-setters parce que getter-setter ça fait plein de méthodes et que forcément ça compte énormément dans la couverture de test. Donc je peux pas juste dire il faut 80% de couverture de test parce qu'il faudrait aussi que je vous demande quels sont vos filtres dans votre couverture de test pour arriver à 80%. La deuxième chose, c'est que les entreprises qui vont jusqu'à 80-90%, c'est souvent des entreprises qui sont dans le domaine, on va dire, du Java Core. C'est-à-dire c'est des gens qui ont qui développent des algorithmes qui sont super critiques. Des entreprises comme par exemple l'aviation civile, dans la médecine, des choses comme ça. Là oui, ça existe. Mais dans la vraie vie, la plupart d'entre nous, on va travailler pour des applications, pour des entreprises qui vont vouloir développer des applications d'entreprise qui ne sont pas critiques. C'est-à-dire elles vont pas avoir un impact sur la vie ou la mort de personnes physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une bonne raison de ne pas essayer de chercher du 80-90%. Si j'ai répondu à votre question. Ouais. J'ai un peu parlé tout seul là. J'ai fait un petit peu un monologue, mais est-ce que ça répond à la question? Oui, carrément. Tu peux, sur le Discord, à côté du channel dans lequel on est, tu as une petite bulle, tu peux cliquer dessus et tu vois
le chat textuel du channel vocal. Et du coup, la réponse est oui, merci. Petite bulle. Ah oui, d'accord. Ok. Ah voilà. Ok. Bah, j'en apprends tous les jours. Très bien. Donc j'espère vous voir nombreux dès demain sur voilà à poser vos questions, poster dès que vous avez quelque chose de disponible. N'hésitez vraiment pas à poser des questions, il faut que ce soit collaboratif, hein, encore une fois. Si c'est pas collaboratif, ça marchera pas très bien, puisque c'est quelque chose, je vous ai dit encore une fois, on a essayé différemment avant le Discord et ça marchait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas je serai là pour y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée.